Pardon. Donc, pour ce qui est du véhicule, donc c'est le support qui a contribué à la diffusion de l'agent pathogène entre la source et la population. Et rappelez-vous bien, la dernière fois, quand on parlait dans l'épidémiologie des maladies transmissibles, parmi les maillons, nous avons parlé du véhicule. Et vous avez bien sûr les véhicules, ça peut être un être vivant, comme ça peut être un objet inerte. Investigation, donc ce que nous allons beaucoup plus voir durant ce cours-là, c'est l'ensemble des opérations qui consistent à recueillir les données, décrire le phénomène et analyser les causes d'une épidémie. Donc c'est un terme qui a beaucoup plus une connotation d'un processus qui va rapidement dans le temps. Donc investigation, beaucoup plus on parle de quelque chose qui évolue rapidement pour arriver à des constatations, à une conclusion. Il s'oppose donc au processus de surveillance. Donc, quand on parle d'investigation, c'est le plus souvent, ça va prendre une dizaine de jours au maximum, là, même pas. Alors qu'un système de surveillance, donc c'est quelque chose d'une activité pérenne qui dure dans le temps et qui a pour objectif qui a beaucoup plus des objectifs qui sont beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus étalés dans le temps et qui sont beaucoup plus à attendre à long terme. D'une manière générale, nous avons deux grands types d'objectifs quand il s'agit d'une investigation. Parce que cette investigation, elle est conditionnée par un coût en moyens humains ou un coût en moyens matériels. Et donc, il faut au préalable fixer des objectifs. Les objectifs généraux donc, sont communs à l'ensemble des investigations et les objectifs spécifiques, c'est spécifique à chaque investigation. De manière générale, donc, l'ensemble des investigations se joignent parce que toujours on essaye d'arrêter l'épidémie, de prévenir l'apparition d'autres épisodes en proposant bien sûr des solutions. On essaye à travers les investigations d'approfondir les connaissances sur la relation entre l'agent infectieux, l'hôte et le vecteur ou l'environnement où les deux vivent. Évaluer un système de surveillance s'il existe, ou là, mettre en place un nouveau système de surveillance qui permettra d'arrêter l'apparition et de prévenir l'apparition d'épisodes épidémiques dans le futur. Et en dernier, c'est beaucoup plus l'apprentissage et l'enseignement de l'épidémiologie sur le terrain, comment investiguer, comment approcher un problème de maladie infectieuse sur le terrain. Bien sûr, je parle du cadre épidémiologique. Pour ce qui est des objectifs spécifiques d'une investigation, c'est tout d'abord de déterminer l'agent infectieux en cause de cette épidémie, comment cet agent se transmet, la source de la transmission, où est-ce qu'elle se situe, est-ce que c'est une source ponctuelle ou là persistante, quelle est la population qui est la plus vulnérable, c'est-à-dire la population à risque, quels sont les facteurs contributifs ou là, les facteurs à risque de faire propager cette maladie, et en dernier lieu, c'est la proposition des corrections, des mesures de contrôle et de lutte. Bien sûr, la proposition des mesures de lutte, c'est beaucoup plus l'objectif le plus, si vous voulez, le plus important et qui va un petit peu conditionner l'ensemble de l'investigation. Les phases, maintenant, on arrive aux phases de l'investigation. Pardon. Donc, l'expérience a montré que la préparation conditionne la réalisation. يعني واحد كيحب يخدم خدمه كيما نقولوا حنايا نظيفه. Donc, si on essaye de faire le travail comme il se doit,
Donc, il faut bien se préparer. Et qu'est-ce qu'il faut savoir dès le début, avant de procéder à l'investigation proprement dite? Il faut tout d'abord savoir qui a alerté les services de santé. Donc, s'agit-il vraiment d'une réelle situation d'épidémie? Est-ce que c'est une déclaration officielle d'un médecin ou d'un laboratoire, comme nous l'avons vu la dernière fois, ou là, c'est juste une rumeur qui circule comme ça sur les réseaux sociaux, ou là, qui a été comme ça écoutée sans avoir de preuves. Deuxième élément, c'est qui doit être informé de l'épidémie. Donc, nous avons reçu une information que nous sommes devant une épidémie d'une maladie quelconque qui est concernée par l'investigation. Bien sûr, le premier à être informé, c'est le service d'épidémiologie et de médecine préventive et la tutelle, bien évidemment, qui est là, au niveau local, c'est la direction de la santé de la population. Avant de procéder à l'investigation, il faut se munir d'autorisation. Parfois, il faut demander de l'aide auprès des services de l'ordre, la gendarmerie et la police. Parfois, il faut avoir des autorisations, par exemple, de l'Algérien des eaux quand il s'agit d'un problème qui est lié à l'eau, ainsi de suite. Donc, avant de démarrer, avant de se lancer dans l'investigation, il faut se doter et se munir des autorisations nécessaires. Quelle est la composition précise? Donc, s'il s'agit d'un problème qui touche une large zone, il faut avoir une équipe qui est assez suffisante en matière de personnel et d'équipement. C'est un problème qui est lié à l'eau, donc il faut se doter d'équipements nécessaires pour faire des prélèvements. Et si nous avons besoin, par exemple, de creuser, donc il faut solliciter les services le parc, par exemple, de la commune, le parc communal, pour faire des travaux sur les lieux, etc. Et en dernier, qui est responsable de l'investigation? Donc, toujours, quand il s'agit d'un travail comme ça, il y a toujours un boss, il y a toujours un supérieur qui est un petit peu, qui dirige les choses et qui oriente l'investigation et bien sûr qui oriente l'investigation et qui va un petit peu par la suite établir le rapport de l'investigation et diffuser les résultats. La préparation toujours, donc nous avons besoin, avant d'investiguer, de se documenter. On nous a signalé un problème qui est lié à l'eau, donc on suspecte une méningite, plutôt, pardon, une fièvre typhoïde. Donc il faut un petit peu se documenter, se rafraîchir les informations dont nous avons déjà acquis, parce que la science elle évolue de manière spectaculaire. Et la science, donc il va prendre son cours, ou là il va solliciter une base de données scientifiques pour lire un peu comment la maladie elle se transmet, comment on traite la fièvre typhoïde, ainsi de suite. Donc, et bien sûr, également, il faut un petit peu voir la documentation qui porte sur l'investigation d'épisodes similaires. Parce que certainement, dans la plupart des cas, nous sommes devant une situation qui a été déjà vécue. Et une investigation pareille, donc, qui a été déjà établie au passé, elle va largement nous aider à procéder sur terrain. La deuxième des choses à savoir, c'est la conception d'un questionnaire. Souvent, également, on pourra tomber sur un modèle qui est déjà existant pour un petit peu approcher les cas et alors, se renseigner ou remplir des questionnaires concernant certaines variables. Troisième élément, c'est d'informer les concernés. Donc, j'ai une équipe qui va mener l'enquête, donc je vais la réunir, je vais lui expliquer à l'ensemble du groupe quelles sont les différentes étapes à respecter, ainsi de suite. Quatrième élément, c'est l'obtention des autorisations, comme on vient de le dire. Cinquièmement, c'est la mise en place d'un comité. Le comité
souvent, il est composé d'éléments de la santé, de la sûreté nationale ou des forces de l'ordre, parfois de la protection civile, des autres, parfois également des services de la direction du commerce quand il s'agit, par exemple, d'un problème qui est lié à la consommation d'un aliment. Donc, c'est un comité qui est un petit peu multisectoriel qui va procéder à l'investigation, chacun dans son domaine. Les moyens matériels nécessaires, donc bien sûr, pour se déplacer, il faut se doter des moyens. Donc, si nous avons besoin d'un véhicule, il faut en avoir avant. Donc, il faut bien prévoir un véhicule ou plusieurs véhicules. C'est tout dépend de la situation à confronter. S'il y a nécessité d'acheminer des prélèvements ou de faire des prélèvements, il faut donc se doter des moyens nécessaires. Et bien sûr, le travail sur terrain pour les enquêteurs fait appel à un certain type de matériel, à savoir le papier. Il y a des questionnaires sur papier, un ordinateur, parfois un appareil photo pour prendre une sorte de pièce de conviction. Il y a des preuves quand il s'agit d'un problème ou là d'une chose qu'il faut vraiment, il faut impertinemment la photographier. Dans certaines situations, il faut se doter de glacières pour conserver un plat suspect avant de l'acheminer à un laboratoire d'analyse, ainsi de suite. Donc tout ça est un ensemble de moyens dont il faut impérativement se munir avant de lancer l'investigation. Donc, d'une manière générale, on parle de deux phases quand il s'agit d'une investigation. Une phase de description et une phase d'analyse. Et d'une manière, donc on va les voir d'une façon chronologique, mais en réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées. Donc, on ne peut pas, par exemple, attendre la fin de l'investigation pour proposer des solutions. Un problème qui est lié à l'eau. On vient de signaler qu'il s'agit probablement d'une maladie à transmission hydrique. Donc, je ne vais pas m'aventurer à aller investiguer et demander des renseignements auprès des gens qui sont victimes et j'oublie le problème, ou là j'ignore, je néglige le problème de l'approvisionnement en eau. Donc, je peux prendre rapidement des prélèvements et puis j'arrête l'approvisionnement par l'eau à des suspects et proposer une solution dès le début de l'investigation. Donc, les étapes qu'on va voir, c'est juste une description chronologique, mais sur le terrain, donc les choses sont beaucoup plus chevauchées. Donc, les 5 phases de l'investigation, les 5 phases, 5 éléments, les 5 étapes de la phase descriptive. Affirmer la réalité, donc on va les voir par la suite. Et 5 phases pour l'étape ou 5 étapes pour la phase analytique. Donc, on va les prendre, on va un petit peu les expliquer une par une. Nous sommes donc dans les premières étapes, des 5 premières étapes de la phase descriptive. Où c'est affirmer la réalité de l'épidémie. Et juste une information comme ça et on va se lancer dans l'investigation et chercher quelque chose que peut-être c'est juste une rumeur ou là c'est une fausse information. La confirmation donc d'un épisode épidémique repose sur la notification d'un nombre de cas observés supérieur au nombre de cas attendus. Donc, si on revient là à la définition qu'on a vue au début du cours. Qui fait un nombre de cas attendus, c'est par rapport à un système de surveillance qui est déjà sur les lieux. Si vous vous rappelez la dernière fois, on parlait par exemple d'une épidémie de méningite à méningocoque. Prenons l'exemple de la ville de Batna. Habituellement, on recense, bien sûr, c'est un exemple, donc on recense 3 cas durant un trimestre, par exemple, dans la ville de Batna. Donc, si durant un mois, nous avons recensé 3 cas, donc nous sommes devant une épidémie. Parce qu'habituellement, nous avons 3 cas
dans un trimestre. Voilà. Donc, là, la confirmation, elle fait appel à une situation antérieure. Donc, il faut faire attention quand il s'agit de fausses épidémies. Une fausse épidémie. Quand il s'agit, par exemple, de la mise en place, quand il s'agit d'un système de surveillance qui vient d'être mis en place. Auparavant, nous n'avons jamais recensé des cas de méningite parce que nous n'avons pas les moyens nécessaires pour le faire. Le fait de mettre en place un système de surveillance, certainement, il va identifier et diagnostiquer des cas. Mais certainement, ces cas existent déjà avant. Donc, il faut tout d'abord laisser au système de s'installer. Bien sûr, il ne faut pas négliger tous les cas, il faut les traiter, il faut les enquêter, mais les prendre individuellement, mais pas déclarer une épidémie. Donc, le système de surveillance doit avoir le temps nécessaire pour prouver qu'il s'agit d'une épidémie ou là d'une situation qui est nouvelle, avec laquelle il faut s'habituer jusqu'à ce qu'on peut établir une situation définitive. Yani, système de Lyon, il faut attendre au moins une année pour parler d'une épidémie ou là. À partir de l'année suivante, si nous avons un nombre de cas anormalement élevé par rapport à l'année, là, on peut parler d'une épidémie. Deuxième cas de figure, c'est quand il s'agit d'un système de surveillance qui s'est amélioré. Par exemple, nous avons acquis un nouvel appareillage, une nouvelle machine qui va un petit peu perfectionner l'identification d'un antigène ou d'un gène, d'une bactérie ou d'un virus. Je ne sais pas, là, on va un petit peu simplifier les choses. D'habitude, pour l'analyse de l'eau, avant, on utilisait une technique qui est un petit peu ancienne. Comment je peux vous expliquer ça? Par exemple, dans le contrôle du taux de chlore dans l'eau, il y a certains types de dosimètres qui un petit peu vous donnent le taux de chlore libre qui circule dans l'eau de boisson. Donc, admettons que nous utilisons une technique qui se base sur le virage ou la coloration que donne une réaction chimique en ajoutant à l'eau de l'eau une substance et ça va donner une couleur qui correspond à un taux de chlore quelconque. Donc, c'est un dosimètre que vous pouvez passer, Inch'Allah, par la suite au service pour voir qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un concept qui est très simple. Vous avez un récipient dans lequel on va recueillir un peu d'eau du robinet et on va ajouter un petit comprimé d'une substance chimique qui va réagir ou là, qui va se dissoudre dans l'eau et donner une coloration. Plus la coloration va vers le foncé, vers le rouge par exemple, c'est moins foncé que le rouge, donc plus le taux est important. D'une manière générale, le taux de chlore libre qui est toléré dans l'eau, c'est entre 0,2 et 0,6 mg par litre. Donc, c'est la méthode ancienne. Admettons que nous avons acquis une nouvelle technique, une nouvelle machine qui fait ça d'une manière électronique. Donc, vous avez, par exemple, un capteur qui va être imbibé dans l'eau et ça va vous donner une lecture sur un écran. Donc, c'est une technique moderne, c'est une technique qui est beaucoup plus performante, beaucoup plus rapide. Donc, elle va vous donner des résultats beaucoup plus rapides et meilleurs. Mais ça ne veut pas dire que l'ancienne technique, elle est mauvaise. Mais l'amélioration, elle va révéler que nous avons beaucoup de chlore dans l'eau, là, pas du tout. Donc, il faut se méfier. Il faut prendre le temps pour s'habituer à cette nouvelle technique et la comparer à l'ancienne pour parler vraiment d'une épidémie ou de la maquinage. Troisième élément, l'amélioration des techniques de dépistage ou de diagnostic. Ça, c'est beaucoup plus quand il s'agit maintenant de l'acquisition de nouvelles machines pour le diagnostic
d'une maladie qui… ça rejoint un petit peu le deuxième élément, mais beaucoup plus là, moi je pense à un problème, par exemple, qui est diagnostiqué, par exemple, radiologiquement. Comme si on peut prendre, par exemple, l'exemple de la COVID-19, avant que la PCR soit, l'amplification hygiénique soit un petit peu élargie à l'ensemble des wilayats, on faisait le diagnostic de la COVID-19 par densitométrie, donc un scanner pulmonaire, et on évoque, bien sûr, ça reste un cas probable, mais ça suffisait largement aux cliniciens pour prendre la décision thérapeutique et commencer le traitement. Mais une fois que nous avons élargi et un petit peu promu l'usage de la PCR, donc c'est une amélioration du dépistage du diagnostic, et ça nous a permis un petit peu de réduire le nombre de cas qui sont probables et sont beaucoup plus devenus soit positifs ou négatifs. Également, on peut citer comme problème de fausse d'épidémie quand il s'agit d'une augmentation récente de la population. C'est l'exemple typique quand il s'agit de population, de migration, de population qui est liée au problème de conflits et de guerre. Si vous vous rappelez, un certain temps, dans la ville de Batna, il y avait beaucoup de migrants de la région subsaharienne. Donc, ils ont des problèmes de santé qui sont un petit peu propres à eux. Ils peuvent donc ramener des cas on peut diagnostiquer des cas de paludisme au sein de cette population. Mais il faut faire attention à ce qu'il s'agit vraiment de paludisme autochtone ou là un paludisme importé. Donc là, il faut faire la part des choses. Le paludisme importé, donc c'est une maladie qui a été ramenée, si vous voulez, avec cette population. Mais les cas de paludisme autochtone, donc ce sont des cas où la contamination a été réelle et elle a eu lieu au sein de notre région, et dans la wilaya interne, par exemple. La deuxième des phases, donc tout d'abord, nous avons pu affirmer qu'il s'agit d'une épidémie, c'est bon, nous sommes vraiment devant une situation épidémique. Deuxième des choses, parce que quand on parle d'épidémie, donc on parle d'un agent infectieux, d'une maladie. Donc, la deuxième des phases, c'est de diagnostiquer, de confirmer le diagnostic. S'agit-il vraiment, du problème de la fièvre typhoïde? Donc, chaque pathologie qui est bien connue, bien étudiée, elle a des caractéristiques, elle a une symptomatologie clinique et des éléments biologiques en faveur. Donc, elle a pour but de vérifier la réalité du phénomène avec les spécialistes. Donc là, on fait appel à des cliniciens. Donc, un médecin qui vous déclare un cas fortement suspect ou un cas probable ou un cas confirmé d'une maladie quelconque, il a des éléments en faveur. Cette étape de vérification, donc, elle est importante pour éliminer, là encore, des fausses épidémies. Actuellement, par exemple, on fait vraiment difficilement la part entre, par exemple, un cas qui est contaminé par le SARS-CoV-2 et par le virus grippal. Donc, il y a une certaine symptomatologie qui est similaire, mais des médecins, après, avec l'expérience, peuvent établir un diagnostic certain ou probable, surtout qui sera appuyé par une exploration radiologique ou biologique pour confirmer le diagnostic. La troisième des choses, la définition d'un cas. Donc, pour parler d'un cas, quand il s'agit d'une maladie infectieuse, il faut appel à des critères qui sont déjà définis. Donc, elle consiste, cette définition-là, à dresser une liste de critères. Et dès que la personne suspecte, elle présente un certain nombre, ou un nombre suffisant de critères qui est inclus dans la définition, elle sera incluse dans la cohorte ou dans le groupe de malades suspects. Si ce n'est pas le cas, donc elle sera exclue. Le critère simple, les critères doivent être simples et précis.
Là, on prend l'exemple de la fièvre. Donc, on parle de fièvre. On ne peut pas dire fièvre et arrêter là. Il faut bien la chiffrer. Quand on parle d'une maladie qui est liée au SARS-CoV-2, c'est souvent une fièvre entre 38 et 38,5 par exemple. Au-delà de 39, au-delà de 39,5, il faut penser à un autre phénomène ou à un autre problème de santé. Un cas, donc, il est défini par deux types de critères. Vous avez les critères qui sont beaucoup plus cliniques ou là, qui font appel à une symptomatologie et des signes biologiques. Et bien évidemment, vous avez des critères temporaux, spatiaux et ceux qui sont liés à la personne. Donc, je résume. Déterminer l'appartenance d'un cas à une population, nous avons deux grands critères. La caractéristique temps, lieu et personne. Et vous avez le deuxième critère, c'est une symptomatologie clinique et biologique. Donc, on commence par les caractéristiques temps, lieu et personne. La borne initiale temporelle. Quand est-ce qu'on commence à chercher les cas? Donc, on sélectionne tous les cas ayant présenté des symptômes à partir d'une date précise. Rappelez-vous, par exemple, pour la maladie, la COVID-19, quand il s'agit d'un cas probable ou d'un cas suspect, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de revenir un petit peu en arrière dans l'investigation quand on pose des questions à la personne. Avez-vous eu un contact avec une personne où il y avait un cas suspect ou là un cas qui présentait des symptômes en faveur de la COVID-19 au moins depuis 5 jours? En fait, la définition un petit peu, elle s'est bien un petit peu, comment on peut expliquer ça? Donc, on commençait par la recherche des cas en amont de la symptomatologie jusqu'à J5 et par la suite, nous sommes allés jusqu'à 14 jours. Donc, actuellement, chaque cas qui présente une symptomatologie et on peut aller en arrière jusqu'à 14 jours pour la recherche de cas contacts. Donc, c'est ça la limite ou la borne initiale temporelle. Vous avez le cas aujourd'hui, il faut revenir en arrière 14 jours maximum. C'est la période qui est largement suffisante pour que les symptômes de la maladie apparaissent. Donc, le cas a présenté des symptômes aujourd'hui. On revient en arrière 14 jours pour identifier tous les cas contacts qui ont été avec lui, qui ont présenté des symptômes. Donc, ça va permettre de les identifier et par la suite de trouver d'autres cas potentiellement contaminés. La limite territoriale, c'est la zone géographique de recherche des cas qui est fixée en fonction de l'origine des premiers cas. La COVID-19 en Algérie, ça a commencé dans la wilaya de Blida. Donc, la recherche des premiers cas se faisait là-bas, donc dans la ville de Blida, et puis dans les communes limitrophes. Il ne fallait pas, là, c'était dérisoire d'aller chercher des cas à Oran, à Annaba, alors que les cas se manifestaient et vivaient dans la zone de Blida. Par la suite, les choses ont évolué, et là, donc, les choses ont dépassé la limite territoriale, mais au début, le problème était cerné dans cette zone-là. La population cible, donc on cherche les cas parmi la population générale, de manière générale, ou là, une sous-population particulière. Quand il s'agit, par exemple, d'une toxi-infection alimentaire dans une cantine ou là, dans une crèche, donc les cas sont cernés dans la crèche. Ce sont les enfants qui ont l'habitude de joindre, là, de fréquenter la cantine ou la crèche. Ce n'est pas la peine d'aller chercher chez les enfants du voisinage, les enfants qui n'ont jamais mis le pied dans la cantine.
Le critère, le deuxième type de critères, donc ce sont les critères clinico-biologiques. Si la maladie elle est bien connue, donc on utilise des définitions qui sont déjà adoptées par les organismes internationaux. On prend là l'exemple de la rougeole. Donc, un cas de rougeole, selon l'OMS, est toute personne présentant un érythème maculopapillaire généralisé de 3 jours ou plus. Donc, il évolue depuis 3 jours avec, donc deuxième argument, donc vous avez tout d'abord un érythème maculopapillaire qui évolue depuis 3 jours au minimum. Deuxième élément, une fièvre supérieure ou égale à 38,3. Et troisième, c'est des signes suivants. L'un des signes suivants. Donc, vous avez deux arguments fondamentaux de l'érythème. Deuxième argument, la fièvre. Le troisième, ou la plus, il y en a au moins 3 autres. Soit une toux associée à l'érythème et à la fièvre, soit un écoulement nasal, soit une conjonctivite, où là, l'ensemble de ces symptômes-là sont présents. Bien sûr, plus vous avez des symptômes communs, plus la définition elle devient plus forte. Si la maladie elle est mal connue, nous sommes devant une situation qui n'a jamais été constatée auparavant, donc il faut privilégier la sensibilité de la définition. Il faut prendre des symptômes qui sont le plus souvent, qui sont communs entre la majeure partie des cas. Par exemple, pour la COVID-19, au début, 90% des personnes présentaient une symptomatologie respiratoire. Par la suite, nous avons constaté que beaucoup de personnes contaminées par ce virus développaient une anosmie et une agueusie, une perte de l'odorat et du goût, de l'olfaction. Voilà. La quatrième phase, la quatrième étape dans la phase descriptive, c'est la collecte et le recueil de l'information et des données. La collecte, elle s'effectue le plus souvent auprès des structures de santé. Donc, nous allons aller chercher le cas au niveau des structures de santé parce qu'ils vont aller se soigner. Parfois, nous serons obligés de se déplacer et aller chercher les cas, l'information au domicile des personnes là parce que, par exemple, prenez le cas d'une toxi-infection alimentaire collective. Ce n'est pas tout le monde qui va présenter des symptômes qui vont pousser les gens à aller consulter. Par exemple, les enfants sont plus vulnérables, ils vont présenter une diarrhée et des vomissements, donc ça inquiète les parents, alors que les CG adultes, c'est un simple malaise digestif, donc le plus souvent, ça va passer inaperçu, mais ils ont déjà consommé l'aliment suspect, donc il faut penser à aller chercher des informations auprès de ces personnes-là à domicile. Qu'est-ce qu'on recueille de manière générale comme information? On recueille des données d'identification, donc l'âge, le sexe, l'adresse, ainsi de suite. Des données qui sont liées à la symptomatologie de la maladie et si la personne ou là, si les malades ont bénéficié d'exploration biologique, c'est bien, c'est encore mieux. Le troisième élément à rechercher ou à chercher, ce sont les données qui sont liées au temps et à l'espace. Parfois, on nous signale, par exemple, une toxi-infection alimentaire suite à la consommation de la pizza, le quartier de Fleni. Donc, et par la suite, quand vous vous déplacez au niveau des structures, vous trouverez plusieurs personnes qui présentent une symptomatologie similaire. Mais il faut être vigilant et poser la question, avez-vous été ou avez-vous déjà consommé avec l'aliment suspect في البيتزا الفلانيه في هذاك الوقت الفلاني اذا كان ما عنده حتى علاقه بلا زون هذيك donc il faut écarter ou là il faut exclure le cas هذاك parce qu'il n'a pas consommé l'aliment suspect ou là il n'était pas là malgré qu'il habite avec la région mais il n'était pas là au moment où les symptômes ou l'épidémie s'est déclarée. Bien sûr, topographique, ça rejoint un petit peu les données temporelles. Donc,
إذا كان الإنسان هذا ما عنده حتى علاقة بهذيك la région malgré qu'il présente une symptomatologie qui ressemble à celle des victimes, mais il n'a aucun lien géographique avec l'épidémie, donc il faut l'écarter de l'investigation. Ça me fait rappeler un jour, nous étions au niveau, certainement Dr Mahadji se rappelle bien de ça, nous étions au niveau du service, nous avons reçu la déclaration d'une toxi-infection alimentaire du directeur de garde. Et quand nous avons poussé l'investigation, il s'agit de deux personnes qui ont consulté auprès des urgences. L'une qui habite par Caforage et qui a consommé de la pizza, je crois. Et la deuxième personne, elle habite à Kais et c'était la consommation, je pense, du cachet au genou. Donc, vous pouvez là constater clairement et facilement qu'il s'agit d'une fausse déclaration, là une fausse alerte. واحد يسكن على بعد 90 كيلومتر من الاخر ولا شحال l'aliment en cause est totalement différent. C'est pour cela que je vous ai dit que le recueil de l'information doit être bien, comment dire, doit être bien, c'est-à-dire il doit être très, celui qui recueille l'information doit être vigilant et doit prendre assez de temps de poser des questions pour identifier les véritables cas et un petit peu écarter les cas qui sont pas, là, qui ne répondent pas à la définition. Nous avons pu recueillir des informations, des données. On passe à la phase suivante qui est la description de l'épidémie. Donc, une épidémie se caractérise par un nombre total de cas, un taux d'attaque. Nous avons vu ça la dernière fois, si vous vous rappelez. Donc, un taux d'attaque est une incidence. Le nombre de cas quotidiens, ou la hebdomadaire, ou la bi-quotidien, ainsi de suite. Tout dépend de l'intensité du problème. La létalité, si l'on a, bien sûr, pas nécessairement. Et la cause éventuelle, si on a pu déjà établir la cause. C'est la consommation d'un aliment, c'est l'exposition à un agent infectieux, c'est l'exposition à de l'air ou la consommation de l'eau, ainsi de suite. Une distribution des cas par la suite, après une analyse préliminaire, une répartition des cas dans le temps, le lieu et la personne, et selon la caractéristique de personne. Donc, on va tout de suite voir quelques exemples pour avoir une idée meilleure. La caractéristique de temps, c'est comment on peut recueillir, comment on peut présenter l'information recueillie selon le temps, c'est en traçant une courbe épidémique. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une distribution des cas selon le moment du début des symptômes. Et elle permet de montrer l'importance et l'évolution de l'épidémie. Et elle aide à formuler des hypothèses. Vous allez me permettre un petit peu d'aller vous montrer quelques exemples. Voilà. Donc ça, c'est une courbe épidémique et ça permet de recueillir un nombre, là, des informations trop importantes concernant ce phénomène-là. Tout d'abord, une courbe épidémique, donc elle décrit l'évolution des cas dans le temps. Sur l'axe des abscisses, vous avez l'évolution dans le temps et sur l'axe des ordonnées, vous avez le nombre de cas. L'exemple là, c'est une évolution typique en cloche d'un épisode épidémique. Donc, une augmentation progressive du nombre de cas jusqu'à atteindre un pic et puis une dégression jusqu'à l'extinction. Qu'est-ce qu'on peut recueillir en information à partir d'une courbe comme celle-ci? C'est tout d'abord
la durée de l'incubation, c'est le temps qui sépare les deux dates entre le début, entre les premiers cas et les derniers cas. Le cas index, donc ça c'est le premier cas, et à partir du cas index et le début de l'épidémie, on peut calculer par exemple la durée de l'incubation. Donc un cas qui contamine un autre, donc ça, le temps nécessaire pour que la symptomatologie s'installe, c'est, dans l'exemple NAIA, c'est 4 jours. Donc ce sont des informations très importantes qui peuvent orienter la conduite par la suite, tout simplement en traçant une courbe épidémique. Et également, elle peut donner des renseignements, des informations sur la nature de la source. Voilà, l'exemple NEA, il s'agit l'exemple numéro 1, c'est une source ponctuelle parce que une augmentation rapide des cas et puis une disparition de l'épidémie quand elle est arrivée à 0 cas. Là, c'est quand nous avons une source persistante. Donc, une augmentation des cas et puis une sorte de plateau parce que la source, elle est là, elle est parmi nous. Et comme on n'arrive pas à s'en débarrasser, donc l'augmentation, la persistance des cas, elle est constatée. Le troisième exemple, quand il s'agit d'une contamination interhumaine. Et là, ça répond fidèlement à la situation actuelle de la COVID-19. Donc, nous avons une contamination, une primo-contamination, une augmentation des cas. Nous avons pris des mesures de distanciation et de prévention. Elles ont été respectées un certain temps. Et puis, un relâchement, une deuxième explosion, relâchement également un troisième pic, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à régler le problème définitivement. Vous voyez que la courbe épidémique, elle renseigne sur pas mal d'informations qui peuvent orienter, qui peuvent conduire les attitudes thérapeutiques ou là les attitudes de prévention, les actions de prévention. Je reviens à la présentation. Donc, nous avons vu que la caractéristique de temps permet de tracer la courbe épidémique et vous avez vu avec moi les informations qu'on peut recueillir d'une courbe pareille. La deuxième des choses, c'est quand on décrit l'épidémie dans l'espace. Donc, c'est d'identifier le lieu où le nombre de cas se concentre. Est-ce qu'il s'agit du lieu d'habitat ou là le lieu de l'activité ou là le lieu de la prise du repas, ainsi de suite. Et par la suite, essayer de cartographier les cas sur un support géographique ou là un support informatisé ou là sur papier. Actuellement, la technologie, elle nous aide beaucoup. Donc, quand on fait l'investigation des cas, par exemple, de maladies infectieuses, et pour cerner les amas ou la concentration des cas, on fait appel à la localisation par les données, par les coordonnées géographiques, il y en a le GPS. Donc, actuellement, tout le monde pratiquement est muni d'un smartphone. Le smartphone fait un compas, fait une puce GPS et facilement vous pouvez repérer la zone vulnérable. Donc, imaginez que vous êtes en train de faire une investigation sur terrain autour d'un cas suspect Covid-19. Vous allez essayer par la suite d'identifier les cas contacts, de cerner la personne combien de cas contacts là le plus autour de lui. Donc vous allez vous déplacer au domicile de la malade ou là, du malade, de la personne. Il va vous donner un certain nombre de noms. قال لي عندي 5 ولا 6 ناس كنت معاهم en contact étroit. هذه les personnes
vous allez essayer de localiser où est-ce qu'elle habite. Et quand vous arrivez au lieu de l'habitat, vous allez activer le GPS qui va vous donner des coordonnées géographiques, la longitude, la latitude, que vous allez transmettre par la suite à un support informatique ou à un logiciel, et ça va vous donner un amas ou une concentration de cas sur une carte. Je vais revenir sur les exemples pour être plus clair. Voilà. Donc, là, c'est un exemple de la concentration de cas sur une carte d'une ville. Donc, c'est la représentation géographique des cas d'une maladie quelconque selon la zone de résidence. Et qu'est-ce que ça permet de conclure? Ça permet d'orienter les efforts de recherche de la source de la contamination dans la concentration la plus importante. Donc, sur la carte, vous avez une petite concentration ici, une deuxième du côté droit, et la plus importante, c'est au centre de la carte. Donc, ça va orienter directement les efforts ou les investigateurs à cette région-là pour identifier la source, parce que la majeure partie des cas habitent dans le centre de la ville. Nous avons vu la description selon le temps, selon le lieu, et en troisième lieu, la troisième caractéristique, c'est la répartition selon la caractéristique de personne. Qu'est-ce que c'est? C'est la distribution des cas selon deux éléments fondamentaux, qui sont le plus souvent l'âge, le sexe, et ça peut être parfois les caractéristiques socio-professionnelles ou le niveau intellectuel. Tout dépend du problème qui est confronté. On revient sur les exemples pour être un peu plus clair. Là, par exemple, vous avez la distribution des cas du méningite par tranche d'âge. Quand vous prenez le tableau, souvent, quand je présentais ce tableau à vos collègues dans les années précédentes, et quand je pose la question, à votre avis, quelle est la tranche d'âge la plus touchée? Eh bien, automatiquement, on saute sur l'effectif le plus important en matière de cas. Donc, tout le monde me dit, c'est la tranche d'âge 5-14 ans. Parce que c'est le nombre le plus important de cas qui est de 229. Alors qu'il fallait interpréter la dernière colonne du tableau qui est l'incidence. Parce que c'est quand vous voyez cette colonne-là, vous allez facilement constater que la tranche d'âge inférieure à 1 an qui est la plus vulnérable, la plus touchée, parce que vous avez un taux d'attaque ou une incidence de plus de 280 pour 100 000. Voilà. On revient sur nos diapos. Donc, nous avons décrit l'épidémie dans le temps, dans l'espace et selon les caractéristiques de personnes. Maintenant, nous avons un certain nombre d'éléments qui vont nous pousser, qui vont nous aider à pousser l'investigation plus à l'avant et pour identifier la cause et les circonstances de la contamination en menant des enquêtes de cohorte, des enquêtes cas témoins. Donc, à partir des données recueillies, on va formuler des hypothèses pour identifier la source de la contamination, l'agent causal et le mode de transmission. Les tests de ces hypothèses s'effectuent par deux principales méthodes. Vous avez le plus souvent les études de cas témoins que vous avez déjà vues avec le professeur Kadir, en comparant deux groupes.
un groupe de cas et un groupe de témoins. Et parfois, on fait appel à des cohortes rétrospectives. Et la principale différence entre une cohorte rétrospective et les études de cas témoins, dans les études cas témoins, donc vous avez un groupe de cas et un groupe de témoins qui n'est pas malade. Alors, dans la cohorte, vous avez un groupe de malades et non malades. Donc, cas, l'étude cas témoin, vous avez des cas et vous avez des témoins. Dans la cohorte, vous avez des malades et des non malades. Nous avons donc mené l'enquête ou l'investigation par l'une de ces études. Et on va renforcer notre investigation, notre recherche par des prélèvements, une recherche biologique des preuves. Parallèlement à l'investigation, on peut rechercher l'agent causal à l'aide des prélèvements chez les cas, donc quand c'est possible, sur les sources potentielles ou les véhicules suspectés. Donc on fait des prélèvements et acheminer ces prélèvements au laboratoire. Quand il s'agit d'un repas suspect, donc on recueille le repas suspect. C'est toute l'importance là des repas témoins. Il y a le terme déjà, un repas témoin. Donc, quand il s'agit d'une restauration collective, les restaurants qui exercent dans tout magasin qui propose une restauration, normalement, la réglementation l'oblige à conserver chaque repas préparé. Donc, un échantillon de chaque repas préparé doit être conservé au réfrigérateur pendant 72 heures. C'est ce qu'on appelle un repas témoin. Là, ça va être une intoxication alimentaire. Rapidement ou facilement, on trouvera un échantillon qui sera acheminé au laboratoire pour analyse biologique, la microbiologique. Donc, c'est comme ça qu'on pourra par la suite identifier l'origine de la contamination. Est-ce que c'est l'homme qui a contaminé l'aliment ou là, c'est les composants du repas qui sont contaminés déjà avant. Et malheureusement, cette réglementation n'est pas respectée dans la majeure partie des cas par les restaurateurs privés. Mais dans la restauration collective de l'État, il y a les universités, les résidences universitaires, les casernes, dans les structures hospitalières, le repas témoin est toujours présent. Donc, les prélèvements font l'objet de dosages biologiques divers selon la nature de la pathologie en cause. Donc, nous avons recueilli des informations, nous avons essayé de mettre la cause, un lien de causalité en évidence entre la consommation ou un agent causal et sa conséquence qui est la maladie. Nous avons pu renforcer notre hypothèse par une recherche biologique. Donc, nous sommes arrivés à une conclusion qu'il s'agit de la maladie et qui est causée par la consommation ou par l'agent causal flani. On passe à la rédaction d'un rapport d'investigation. Donc, c'est une étape capitale qui documente l'investigation, ses résultats et les recommandations qui doivent être proposées. Toute investigation, bien évidemment, elle doit déboucher sur un rapport. C'est un rapport qui doit être complet, bien renseigné, bien rédigé, qui va respecter la phase descriptive et analytique de l'investigation, formulant les hypothèses et les preuves qui appuient ces hypothèses-là et comment on est arrivé à la conclusion. Le rapport, donc, il constitue un outil pédagogique d'enseignement. Donc, un bon rapport rédigé servira dans le futur pour la rédaction de d'autres rapports, parce que le plus souvent, ça se ressemble d'une manière générale. Et également, c'est un support pour apprendre aux futurs investigateurs les bonnes méthodes de l'exploration sur terrain. La dernière phase, qui est bien sûr l'ultime
justification de l'investigation, c'est les mesures de prévention. Il s'agit d'un acte de santé publique et il ne faut jamais attendre la fin de l'investigation pour prendre des mesures pareilles. يعني إذا كان كما كنت نحكي المشكل عنده علاقة بلا consommation d'un aliment ou de l'eau, il ne faut pas attendre la fin de l'investigation pour proposer l'arrêt de l'approvisionnement. Donc, il ne faut jamais attendre la fin de l'investigation pour appliquer des mesures de prévention. Et parfois, ce sont des mesures qui sont plus spécifiques selon les résultats. Par exemple, le renouvellement du réseau de distribution. Ça me rappelle le problème la fièvre typhoïde dont je ne me rappelle pas. C'est au début des années 2000 dans la cité chérie. C'était une catastrophe parce qu'il existait des grosses connexions. Il y avait un croisement dans le réseau de l'eau de ville avec le réseau les eaux usées. Donc un croisement, comme la dernière fois, il faut toujours les éviter. Malheureusement, ça a existé. Et la deuxième bêtise, c'est le réseau de l'eau d'assainissement était au-dessus de celui de l'eau de ville. Et la troisième catastrophe, c'était la vieillesse de la tuyauterie qui acheminait l'eau vers les domiciles, vers les foyers. C'était des tuyaux de l'époque coloniale. Imaginez un pipe de presque 1 mètre, la lumière de 10 cm. C'est du calcaire et des, je ne sais pas moi, qu'est-ce que c'est, toutes les cochonneries que vous pouvez imaginer. Donc, mes amis, c'est pratiquement, nous sommes à la fin du cours. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Que chaque épisode épidémique, il est unique certainement, parce que malgré qu'il y a une certaine ressemblance, mais toujours chaque investigation elle a ses particularités. Et l'investigation, elle permet de fournir des solutions rapides et appropriées, d'identifier les causes et orienter l'investigation vers les groupes à risque, et donc un petit peu limiter les efforts ou les concentrer vers où le problème est situé. Merci pour l'écoute, mes amis. Merci, Dr Baichi. On va voir si les étudiants ont des questions. Avez-vous des questions? Vous avez l'onglet chat ou bien vous pouvez même prendre la parole pour poser vos questions. Y a-t-il des questions? Tout était clair, il n'y avait pas de questions, il n'y avait pas de... Je ne sais pas si c'est tout est clair ou là, on n'a rien compris. Il n'y a aucun signe. Apparemment, c'est clair. Alors, il y a une question de la part de Aïssam. Est-ce que la pandémie de coronavirus a changé les méthodes d'investigation avant la progression de la pandémie? Est-ce que la pandémie de coronavirus... Je vais essayer de... Est-ce qu'il y avait des changements, peut-être, dans l'évolution de la pandémie du coronavirus à cause de ces méthodes d'investigation? C'est beaucoup plus ce qui a changé, à mon avis. Donc, vous pouvez intervenir, bien sûr, Dr Bounadjir. C'est la définition du cas, mon ami Aïssam. Donc, au début, on faisait appel, quand on parlait de la définition d'un cas de coronavirus en Algérie, il y avait une condition principale, c'est la notion d'un séjour dans une région, dans un pays où la maladie est déclarée comme endémique. Au début, tout ressortissant qui revenait, par exemple, de Wuhan ou de la Chine, est considéré comme un cas suspect, surtout s'il présente une symptomatologie. Par la suite, quand la maladie s'est installée parmi nous, donc ce critère-là, cette caractéristique de séjour dans une région endémique ne tient plus parce que le virus, la transmission, elle est devenue locale. Donc, c'est ça, qu'est-ce qui a évolué dans la définition. Automatiquement, donc, l'investigation, elle va changer. Donc,
cette condition n'est plus nécessaire pour inclure un cas. J'espère bien que j'ai répondu à ta question. Tout à fait d'accord avec vous, docteur Baichi. Justement, les mesures de prévention et la définition du cas ont évolué selon l'évolution de l'épidémie, selon l'évolution des connaissances concernant la maladie. Bien évidemment. Et c'est, vous pensez, je pense, le souci de Rissam, c'est s'il y avait des mesures qui ont été mises en place pour stopper l'épidémie, pourquoi il y a cette extension? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de respect de mesures. Oui, si c'est la question, donc bien évidemment, le comportement humain explique pourquoi on n'arrive pas vraiment à arrêter ou à limiter le nombre quotidien de cas. Si vous prenez l'expérience, voilà, le cas de d'autres régions qui m'aident, par exemple la Nouvelle-Zélande, si je ne me trompe pas, pendant plusieurs mois, on a recensé 0 cas parce que le comportement humain, le comportement des citoyens dans ce pays-là était de la perfection. Et donc, on est arrivé à stopper la propagation du virus. Exactement. Aïssam, est-ce qu'on a répondu à votre question? Aïssam? Oui, d'accord, merci. Il est satisfait de la réponse, il est convaincu. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, mes amis. Ce qu'ils disent que c'est clair. C'est bien. Oui. C'est clair, merci, merci, oui, c'est clair. Bien, merci à vous. Vous êtes plus nombreux aujourd'hui que la dernière fois. Ça nous encourage plus à faire plus d'efforts pour plus de clarification et plus d'informations. Exactement. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On va passer à la plateforme maintenant. Je vais essayer de leur expliquer la plateforme. Docteur Baichi, vous allez rester avec nous ou bien vous allez partir? Pas de souci. Comme vous voulez. Vous êtes utile, mais je suis avec vous. Donc, pour la plateforme Moodle, c'est une plateforme qui est faite spécialement pour un enseignement à distance. Pour ce qu'on est en train de faire avec Google Meet, c'est les visioconférences, comme ce que vous avez fait depuis le début du module. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'enseignement synchrone. Avec la plateforme Moodle, ça sera un enseignement synchrone et asynchrone, les deux modes à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire asynchrone? Ça veut dire que vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment. On va voir rapidement cette plateforme et je vais vous expliquer où est-ce que vous pouvez poser vos questions, où est-ce que vous allez trouver les cours, etc. Donc, vous pouvez poser, comme je vous ai déjà dit, vos questions à n'importe quel moment de la journée et on va vérifier ces questions et on va vous répondre. C'est tout le staff des enseignants qui va répondre à vos questions. Donc, je vais essayer de partager avec vous mon écran. On va passer à la plateforme. Vous voyez la plateforme e-learning de l'université Batna 2? Oui. Docteur Baichi.